Bonjour à toutes et à tous. On en parle à Taïwan cette semaine est animé par Meguang Et ça. et François-Xavier Boulet. Donc bienvenue dans cette émission pour suivre quel sujet aujourd'hui? Alors, je vais vous parler d'une œuvre littéraire qui vient d'être primée aux États-Unis. Mhm. De mon côté, on reste dans le domaine culturel. Je vais vous parler d'une exposition au Musée national d'histoire de Taipei qui met en regard des peintres chinois, taïwanais et japonais qui ont vécu en France dans la première moitié du XXe siècle. D'accord, et moi je vous emmènerai à Miaoli, un comté qui a trouvé preneur pour une tortue en manque d'amour. Alors, une tortue a été perdue ou abandonnée et il y a eu une procédure d'adoption qui a été lancée. Et on va le voir, la démarche n'est pas si rare que ça, on en parlera en détail, mais la tortue n'est pas si commune que ça. Moi, ça m'intéresse. Alors, je propose Voilà. qu'on commence par ton sujet, si tu es d'accord. Moi je suis pas d'accord. Pourquoi tu Je- plébiscites un autre sujet? Non, C'est non, sa mais journée rebelle, en fait. c'est ma journée pas rebelle, mais galanterie. Mais c'est pas grave. Donc on va commencer par Dame Tortue. Mais tu Voilà, sais, c'est comme pas ça, toi la- qui nous la galanterie intéresse, est c'est là. la tortue qui nous intéresse. Donc l'honneur est sauf. Je reste caché sous ma carapace. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est une tortue serpentine. Donc c'est des grosses tortues, hein, c'est de la famille des alligators. Ah ouais. Voilà. Qui a Je été. savais pas que les tortues, c'était ouais. de la famille des alligators. mais Pardon. Alors, celle-là, si, hein. Mais d'ailleurs, son surnom, c'est la tortue alligator. Enfin, il y a eu depuis deux nouvelles sous-espèces qui ont été rehaussées au niveau d'espèces, mais c'est des grosses tortues. Ça peut atteindre 40 kilos et 40 cm de long, la carapace, Mhm. à l'âge adulte. Et c'est un animal de compagnie, en l'occurrence. Faut avoir une grande maison quand même. C'est bien, Qui a tu peux le été- prendre dans tes bras facilement, en fait. Ouais. Et donc l'animal de compagnie s'est retrouvé sans compagnie puisqu'elle était perdue ou abandonnée, ça on ne sait pas encore, mais il y a une enquête en cours pour essayer de voir ce qui s'est passé. Et elle a été signalée par un résident. Et du coup, c'est la police qui est venue sur place, le récupérer, d'abord le mettre dans un centre de soins temporaires pour la protection des animaux, bien sûr, et après confier au bureau de la protection et de la santé animale du comté de Miaoli, qui lui, conformément à la procédure, quand ça se passe comme ça, en fait, si un animal de compagnie qui est retrouvé perdu, il y a une annonce qui est faite, on a retrouvé tel animal, et il y a un laps de temps de 7 jours, c'est assez court, hein. Donc, c'est pas Pour une que espèce protégée, en fait. Elle n'est pas protégée. D'accord. Tu as le droit, c'est légal de l'avoir en animal de compagnie. Voilà. Et il y a un laps de temps de 7 jours pour le récupérer. Donc, si tu as perdu ton animal, tu sais que tu as 7 jours pour aller à la police ou aux autorités locales pour récupérer ton animal. Mais là, pas de propriétaire. S'il n'y a pas de propriétaire, en fait, après, il y a un genre, moi j'appelle ça un appel d'offres. C'est une procédure d'adoption qui est lancée. C'est-à-dire que quelqu'un peut candidater pour dire moi je voudrais bien récupérer cet animal et qu'il ne soit pas placé dans un refuge animalier pour tout le reste de sa vie en fait. On peut s'imaginer, en fait, que c'est plutôt un abandon. En fait, un animal aussi grand, une tortue Tout à fait. aussi grande, ça. Alors elle n'est c'est pas encore la à l'âge fuite adulte aussi celle-là, facilement. mais peut-être il y a eu la peur de ça et on va Oui. revenir sur les détails de cette Mm. tortue qui me font dire que tu as tout à fait raison je pense. Encore une fois. Que l'animal a été abandonné, je ne relèverai pas, plus que perdu. Déjà, bon, personne s'est manifesté. Du coup, ça remonte au 14 novembre dernier. Mhm. Donc, un habitant de Junan qui l'a trouvé. Et elle n'est pas à l'âge adulte puisque la carapace de la tortue, en l'occurrence, mesure seulement, j'allais dire, 25 cm de long pour 20 cm de large. Et à l'âge adulte, c'est le double. Mais ça grandit vite, ces bêtes-là, il paraît. Et du coup, le jour même, l'avis a été publié. Et du coup, depuis le 19 novembre, personne ne s'était manifesté. Donc, à partir du 20 novembre, les autorités ont dit, bon, on lance la procédure d'adoption. Et vendredi, 22 novembre, il y a eu la fameuse procédure d'adoption. Alors, comment ça se passe? Eh bien, pour acquérir cette tortue serpentine, n'importe qui peut le demander, mais tu n'as pas forcément le droit de l'avoir. Ah, parce Ta qu'il y a une candidature inspection de n'est pas structure forcément- d'accueil, en fait. De Il n'y a lieu pas que d'accueil. ça, ouais. Il y a plusieurs conditions à remplir. La première, en effet, il faut que tu aies un espace adéquat pour héberger l'animal en question. Donc pour cette tortue, il faut avoir un espace où il y a assez d'eau douce, pas forcément très profond, mais c'est un animal aquatique Mhm. qui vit en eau douce, peu profonde, mais il faut que ça recouvre au moins toute la carapace. Donc il faut déjà avoir un aquarium, pas un poisson rouge, quoi, mais plutôt un petit étang, etc. Et puis il faut aussi
faire preuve d'une expérience antérieure avec ce type d'animal. Donc ça réduit largement déjà les candidats pour la tortue serpentine. Et ensuite, une autre condition, c'est de prouver qu'on a l'espace disponible, mais on a aussi l'envie de s'occuper de l'animal et pas le récupérer pour faire bien, puis après ne pas avoir soit les moyens de s'en occuper, soit de suivre la procédure vétérinaire, soit le nourrir. Il faut presque passer un entretien de motivation, quoi. C'est quasiment ça. Et après, si ta candidature est retenue, eh bien, tu peux avoir la tortue. Mais s'il y a plus qu'un seul candidat, s'il n'y a pas de candidat, il retourne au refuge, c'est les autorités qui s'en occupent. Et du coup, c'est uniquement des individus, en fait, des citoyens qui peuvent faire la demande. Donc, si c'est un zoo, par exemple, c'est pas possible. Je pense que c'est possible, mais il faut qu'il y ait quand même un garant. Donc là, c'est un individu qui doit peut-être faire la demande au nom d'un groupe ou d'une organisation. Mais ça peut être possible de le confier à une institution si personne l'a adopté, parce que là, c'est vraiment pour adopter, donc c'est vraiment au niveau des particuliers. Et qui dit mise à disposition à l'adoption, dit aussi tirage au sort s'il y a plus qu'un seul candidat. Donc, s'il n'y en a pas, ils sont en refuge. S'il y en a un, c'est lui d'office. Et s'il y en a plusieurs, bien sûr, il y a l'inspection, on regarde vraiment les conditions sont remplies ou pas. Et alors, on va tirer au sort le regagnant de la tortue. Alors, la tortue serpentine, pourquoi on pense qu'elle a été abandonnée? Bon, déjà, c'est imposant et de plus en plus imposant. Il suffit d'aller sur le site pour regarder la tête aussi de la tortue, la photo. Ça peut être effrayant. Enfin, c'est parce pas qu'on si juge sur l'apparence. mais du coup, peut-être que les gens, petits c'est mignon, puis en grandissant, j'aime plus. Quoi. Comme on fait avec des crocodiles ou tout ça. Quoi. Pour les chiens aussi, en fait. Ouais. Quand c'est petit, on les trouve mignons. Voilà. Mais des fois, quand ça grandit tellement qu'on ne peut plus s'en occuper, on s'en détache, en fait. C'est ça. Et du coup, pour la tortue serpentine, il y a aussi d'autres facteurs à charge, malheureusement, contre l'animal. Elle a un caractère agressif. Donc, elle peut attaquer. Ah oui. Et des morsures qui vont jusqu'à te sectionner un doigt. Donc, effectivement, c'est pas de la même famille que les autres. C'est un peu compliqué, quoi. Et voilà, c'est pas la petite tortue que tu aimes bien avoir chez toi. En tout cas, l'image qu'on en a. Et en plus, elle représente une certaine menace à l'écosystème dans lequel elle vit. Donc, parce que ça peut se multiplier assez rapidement au niveau de sa population. Et ça vit en eau douce, mais il y a un seul prédateur contre elle, c'est le crocodile. Et après, c'est elle qui va bouffer tous les autres poissons en eau douce, etc. Et du coup, au niveau de l'écosystème, vu qu'elle est en tout début de chaîne alimentaire, ça pose aussi problème de la laisser comme ça dans la nature. Il faut vraiment les contrôler, quoi. Du coup, tout le monde ne peut pas vouloir l'adopter, en fait. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir en avoir une. Donc, il faut non avoir plus. de l'eau douce suffisamment grande, oui. sans d'autres animaux dedans, en fait. Voilà, et puis peut-être pas avoir des enfants à côté ou du monde chez toi, parce que si elle se sent menacée, elle va aller les mordre, et puis hop, un bras de moins, par-ci par-là. C'est pas souhaitable non plus, quoi. Donc et je suis étonné qu'on puisse l'avoir comme animal de compagnie. Moi aussi. Ça n'a pas posé de problème. C'est bizarre. Parce que là, je viens de faire par exemple une vidéo sur le problème des iguanes verts dont Lisa avait parlé On en parle à Taïwan. Oui. C'est vrai que c'est un animal de compagnie, mais quand il s'échappe ou quand il est abandonné, ça bouleverse complètement les écosystèmes. Ça devient une menace. Et ça, là, il y en a 200 000 à Taïwan, c'est complètement fou, quoi, en fait. Et alors, cette tortue serpentine, elle est originaire plutôt Canada, Amérique du Nord. États-Unis, il y en a. Elle a été importée en Chine, à Taïwan, à d'autres pays d'Asie également de ces dernières années. Donc, on en trouve un. Mais pour s'en occuper, c'est assez compliqué. Il suffit d'aller dans les animaleries pour pouvoir acheter des granulés de tortues serpentines. Petit, ça peut manger plusieurs fois, 4 à 5 fois par jour. Et une fois qu'elle est grandie à l'âge adulte, on le disait, elle peut atteindre 40 kg, 40 cm de carapace. Une fois toutes les 2 semaines peut suffire. Et de toute façon, après, elle mange en attaquant dans la nature. Elle attaque que si elle se sent menacée. Et pour aller choper ses proies, elle le fait plutôt avec une stratégie de se cacher. Donc elle paraît calme, douce dans l'eau, on ne la voit pas. Et puis d'un seul coup, pouf, plus rien. J'ai l'impression que tu as bien étudié le sujet. C'est pas toi qui as fait la demande d'adoption ? Non, même pas. Je pense que... Oui, j'ai déjà 3 tortues serpentins chez moi. Dur de s'en occuper quand ils grandissent aussi. Hein. Mais il dépasse déjà 40 kilos, je suppose. C'est vrai.
En tout cas, voilà, c'est pas un phénomène si rare d'après le directeur du bureau de la protection animale du comté de Miaoli, qui s'appelle Chang Jun-hee. Il déplore que ce phénomène d'abandon des animaux n'est pas si rare, malheureusement, et qu'à chaque fois, c'est tout un pataquès pour retrouver un équilibre pour la bonne santé de l'animal, soit pour trouver aussi des personnes qui acceptent de s'en occuper, de les accueillir. Donc les refuges parfois débordent, ils ne peuvent plus accueillir autant non plus d'animaux, même si c'est pas tous les jours qu'ils ont des tortues serpentines. Parce que ce genre d'animaux, on peut pas les mélanger facilement avec d'autres animaux non plus en fait. Et ces dernières années, il y a tout type d'animaux. Mais il y a aussi des espèces rares, comme des renards argentés ou des suricates, qui ont été abandonnés encore dans le comté de Miaoli ces dernières années. Donc ça fait quand même pas mal d'espèces assez rares abandonnées. Et il y a une enquête bien sûr pour voir, parce que si c'est perdu, on le ramène au propriétaire, peut-être on va le mettre à l'amende s'il y a une négligence quelconque. Si c'est abandonné, là c'est des motifs plus graves. Quoi. Donc, ça m'étonne vraiment que tout ça soit autorisé. Que ce soit pas géré en fait. Normalement, l'importateur devrait déclarer en fait. Je pense que tout doit être traçable normalement. Je pense que c'est traçable, mais le problème c'est il y a de toute façon il y a de toute façon des abandons ou des animaux qui s'échappent. Oui. Donc quand on voit ce qui s'est passé avec les iguanes, moi ça m'étonne énormément que ça soit pas tout simplement interdit, parce qu'à Taïwan il y a déjà énormément d'animaux de compagnie qu'on peut adopter. Pourquoi est-ce qu'on importe des animaux qui sont complètement étrangers à l'écosystème avec les risques que ça peut... ça peut avoir des risques surtout, c'est ça. C'est vraiment fou. Tout à fait. Et là, le mois dernier, parce que c'est pas si rare que ça les cas, c'est à Taoyuan, c'est plus à Miaoli, c'est un raton laveur qui avait été retrouvé dans un champ et il a fallu, pareil, le mettre... Qu'est-ce que ça se fait à Taïwan? Les ratons laveurs, en fait, il y en a beaucoup à Taïwan. À Kinmen. Eh bien, ils sont adoptables aussi. Et tu peux les avoir de manière en compagnie sans problème. C'est plus facile à gérer qu'une tortue serpentine, apparemment. Mais voilà, là, à pas d'eux, c'était à Taoyuan. Il a été retrouvé, errant ou pas, abandonné ou pas. On n'a pas retrouvé le propriétaire non plus. Il avait été placé comme cela à la même procédure d'adoption. Et apparemment, il y a de plus en plus de ratons laveurs comme animal de compagnie aussi. Voilà pour mon sujet du jour. Bon, merci. On a découvert enfin le mystère de la tortue serpentine. Oui. J'espère un jour on trouvera qui va l'adopter. Oui, on va pouvoir l'interviewer. Le pourquoi de pourquoi, en fait. Oui. Alors... deuxième sujet, oui. Je vais vous parler de la littérature, puisque cette semaine, National Book Awards, donc un prix des États-Unis qui récompense les œuvres littéraires, a décidé de primer pour l'œuvre littéraire Taiwan Travelogue, qu'on peut traduire peut-être par récit de voyage Taïwan. Très bonne traduction. C'est un ouvrage qui a été écrit par Yang Shuangzi et traduit par Lin Qing, en fait. C'est une Taïwanaise basée aux États-Unis. Elle a traduit de nombreuses œuvres. En fait, on peut dire que ce prix américain a été mis en place en 1950. Il y a 5 principales catégories, donc fiction, non-fiction, poésie, littérature traduite, littérature jeunesse. Et donc, Taiwan Travelogue a été nominé dans la catégorie littérature traduite en même temps que 4 autres, dont un en français réalisé par un écrivain congolais, La danse du vilain. Alors donc c'est l'œuvre littéraire taïwanaise qui a été primée, et ce qui mérite de citer, c'est un roman qui parle d'un voyage à Taïwan, mais imaginaire, imaginé en fait. À quelle époque ? À l'époque, de quelle époque, voilà. Donc l'écrivaine raconte une histoire d'il y a un siècle. D'accord. Où une japonaise, au nom de Aoyama Shizuko, était venue à Taïwan. Alors, elle était invitée à Taïwan pour prononcer un discours, et par la suite, elle a profité d'occasion pour rester 1 an à Taïwan. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a rencontré une Taïwanaise interprète qui porte le même nom, en fait, c'est-à-dire Shizuko. On dirait c'est 1000 grues, en fait, le nom qu'on voit souvent en japonais. Et du coup, les 2 personnes ont voyagé en même temps,
Mais la taïwanaise qui sert de l'interprète est aussi une spécialiste de la gastronomie taïwanaise. Voilà, du coup, chaque chapitre de cet ouvrage raconte un plat typique à Taïwan avec l'influence japonaise. En fait, pour l'écrivaine Lin Shuangzi qui a été primée, elle a décrit que c'était nécessaire pour elle de parler de cette histoire il y a un siècle parce qu'il fallait beaucoup de recherches au niveau d'histoire de la gastronomie de l'époque. Et elle a dit que c'est parce qu'elle a des choses à dire. À l'époque, c'était aux Japonais qu'il fallait dire que Taïwan appartient aux Taïwanais. Mais un siècle plus tard, on transmet toujours le même message. Taïwan appartient aux Taïwanais, mais cette fois-ci aux Chinois. C'est ce qu'elle a déclaré lors de la cérémonie de remise des prix. Et cet ouvrage qui tourne autour de la gastronomie évoque en réalité toute la tension qui avait à Taïwan à l'époque de la colonisation japonaise. En fait, c'est surtout ça. Même dans la préparation, dans la dégustation, il y avait des Taïwanais qui refusaient d'apprendre à la japonaise comment il fallait préparer un plat. C'est toute cette tension de colonisation qui était décrite aussi dans cet ouvrage, dans ce récit de voyage. Et si je choisis de parler de cette histoire, c'est parce que Yang Shuangzi, qui est l'écrivaine, Shuangzi en fait en chinois, c'est jumelle aussi. Et si elle porte ce prénom, c'est un nom de plume en fait. C'est parce qu'elles sont deux à écrire. Ah, d'accord. Donc elles sont deux. Il y a sa sœur qui était chargée pour rechercher de l'histoire, de tous les documents, archives anciennes. Et elle, donc celle qui était aux États-Unis pour recevoir le prix, c'est celle qui a écrit. D'accord. Mais entre-temps, lors de la réalisation de cet ouvrage, elle a perdu sa sœur qui était spécialisée dans la traduction et recherche des archives. D'accord. Ce qui fait que il y a eu un scandale qui est arrivé au moment où cet ouvrage a été sorti en l'an 2020 en chinois, parce qu'elle a mis le nom de Yang Shuangzi, donc jumelle Yang, mais aussi elle a inventé un autre nom pour sa sœur. Non, elle a utilisé le nom du protagoniste principal japonais, c'est-à-dire Aoyama Shizuko. Elle a marqué ceci imprimé sur l'ouvrage comme une écrivaine inventée. Du coup, il y a des gens qui se sont doutés d'elle, que c'était quelque chose de promotionnel pour dire que c'est un ouvrage réalisé par une écrivaine japonaise en même temps qu'elle, dans le but de commercialiser l'ouvrage. Mais il y a aussi des analyses qui arrivent par la suite pour dire que, en fait, elle a mis ce nom à la mémoire de sa sœur, parce que c'était sa sœur qui s'occupait de toute la recherche. Et elle, c'était caché, quoi. C'était caché pour évoquer les deux personnes qui sont donc la japonaise et la taïwanaise qui étaient décrites dans l'ouvrage. Et bien sûr, j'ai oublié de dire, dans l'histoire, il y a aussi un côté homosexuel qui est très discrète, mais qui est glissée en fait dans ce ouvrage, qui a été primé déjà au Japon, parce que c'est un ouvrage qui est financé par Taïwan pour être traduite vers langue étrangère. Et elle a été publiée et primée au Japon. Et c'est en novembre 2024 que la version anglaise Taiwan Travelogue a été sortie chez Grey Wolf Press. Voilà. Et d'ailleurs, elles ont été primées là. Et la semaine de la cérémonie de remise de prix, ils ont aussi eu les droits à l'encart de critique littéraire du New York Times, je crois. Oui, donc c'est aussi un grand prestige. Oui, c'est un ouvrage qui a eu de critiques plutôt positives, en fait, de différentes, quel que soit le pays. Et du coup, j'invite toutes les personnes, enfin, pour l'instant, c'est en anglais, on peut lire. On peut le lire, il n'y a pas de problème. Et du coup, parmi les plats, pour ceux qui s'intéressent à la gastronomie, parmi les plats qui ont été décrits ou racontés en fait dans cet ouvrage, il y a le fameux, alors là vous allez m'aider, le rou fan. C'est du riz au porc braisé, je crois qu'on traduit comme ça officiellement. Voilà, et aussi dong gua cha.
Alors ça, c'est compliqué à trouver. C'est une boisson. Une sorte de boisson très sucrée. Le thé à une courge, une sorte de courge qui s'appelle, je ne sais pas comment. Courge d'hiver, mais, courge d'hiver. Mais dit comme ça, c'est plus poétique, ça donne même plus envie de le boire. En fait, c'est même pas une thé, c'est plus une infusion. C'est une boisson très très sucrée en effet. Voilà. Et du coup, c'est un ouvrage qui mélange la gastronomie, l'amitié, l'homosexualité, la colonisation. Voilà. Qui mérite d'être lu en fait. Espérons que ça sortira un jour en français en fait. Voilà. Ok, merci beaucoup pour tout ça. De mon côté, moi je vais vous parler d'une exposition qui s'appelle The Elsewhere of the Other, et donc l'ailleurs des autres, et qui a lieu depuis le mois de septembre au Musée national d'histoire à Taipei. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que c'est une exposition intéressante, bien sûr, mais elle se termine bientôt, le 7 décembre. Donc il reste plus beaucoup de temps pour y aller. Faut profiter des derniers jours. Donc le Musée national d'histoire qui se trouve à côté du jardin botanique et qui a été fermé pendant assez longtemps, qui a été rénové, oui. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette exposition met en regard plusieurs peintres qui ont tous la particularité d'avoir étudié, vécu en tout cas en France, et notamment l'artiste San Yu. Donc en mandarin, ça se dit Chang Yu. Donc il n'est pas taïwanais, lui il est chinois, il est né dans la province du Sichuan en 1901. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il est assez important à Taïwan. Donc pendant sa jeunesse, il a vécu la fin de l'empire des Qing, le début de la République de Chine, le mouvement du 4 mai 1919 contre les atteintes à la souveraineté territoriale de la Chine, etc. Et à cette époque, beaucoup d'intellectuels voulaient des réformes pour moderniser la Chine. Donc, il y en a beaucoup qui sont allés étudier dans des pays occidentaux, et avec l'objectif de revenir après en Chine pour faire profiter de la Chine de tout ce qu'ils ont appris. En fait, beaucoup sont restés à l'étranger aussi. Et donc, San Yu fait partie de ceux qui ont décidé d'aller en France, parmi les différents pays occidentaux où ils pouvaient aller, grâce à une bourse, en 1921, à l'âge de 20 ans. Il a aussi passé 2 ans en Allemagne. Et la plupart des étudiants chinois qui travaillaient qui étaient peintres espéraient intégrer l'École nationale supérieure des beaux-arts. Mais lui, il a opté plutôt pour une école moins académique, l'Académie de la Grande Chaumière. Et il s'est consacré notamment là-bas au dessin de nus. C'était interdit en Chine à l'époque, mais il n'a pas fait que ça. Il avait aussi été formé à la calligraphie chinoise. Donc, par exemple, ses nus sont réalisés, peints à l'encre de Chine. Et puis, bien sûr, à l'époque, c'était aussi beaucoup la peinture à l'huile. Donc, il a aussi énormément de peinture à l'huile. Il s'est marié à une Française, et puis à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il a vécu dans un grand dénuement en France, où il est décédé à la fin des années 60. Et en fait, en 1964, il avait envoyé une 40aine de peintures à Taïwan pour une exposition au Musée national d'histoire, et il pensait pouvoir s'y rendre en personne quelques mois plus tard. Mais malheureusement, ce voyage a été annulé pour des raisons qu'on ne connaît pas encore jusqu'à présent. Et il n'a pas pu récupérer ses peintures parce qu'il est mort quelques mois après. Donc finalement, c'est le musée à Taïwan qui a conservé ses peintures. Et fin septembre, lors de l'inauguration, le ministre taïwanais de la Culture, Li Yuan, a fait remarquer que même si San Yu, déjà n'est pas taïwanais, il n'est jamais venu à Taïwan, mais quand même ce sont les institutions culturelles taïwanaises qui ont contribué à faire connaître ses œuvres à l'international, et notamment à Taïwan. Entre 1978 et 2017, ses œuvres ont été exposées à de très nombreuses reprises. Et donc là, dans cette exposition, il est exposé aux côtés d'autres peintres japonais et taïwanais qui ont vécu également à Paris. D'accord. À peu près aux mêmes époques. À peu près aux mêmes époques, tout à fait. Donc notamment le peintre qui est très connu japonais, Tsugoharu Fujita.
Et on peut aussi découvrir des peintures de peintres taïwanais qui ont vécu en France, notamment Chen Qingfen, Yan Shuilong, Liu Qixiang et Yang Sanlang. Pardon pour ma prononciation. Oui. Est-ce que tu les connais, Meg? Ils sont assez connus, c'est ça? Mais je ne savais pas que certains étaient en France, en fait. Et en fait, ils ont même fait partie de ce qu'on appelle l'école de Paris. C'est-à-dire, à l'époque, c'était des artistes internationaux qui ont vécu à Paris entre 1900 et 1960. Et c'est eux qui ont contribué à faire en sorte que la capitale française devienne la capitale de l'art mondial à cette époque-là. D'accord. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que San Yu a rencontré un autre peintre chinois célèbre, Zhao Wuqi. Mais lui, il était un peu plus tardif. Il est arrivé en France en 1948. Et bien sûr, ce qui est le plus intéressant dans cette exposition, c'est de voir les peintures et comment... En fait, c'est une rencontre de plusieurs styles artistiques, du style plutôt chinois ou plutôt japonais, puis aussi style occidental de l'époque. Donc vraiment, il y a plusieurs influences. C'est vraiment assez intéressant, je trouve. Il doit y avoir une rencontre interculturelle pour ces orientaux qui allaient en Occident avec des styles différents. En effet, ils ont dû un peu mettre de tous ces mélanges dans certaines de ces œuvres. Oui, tout à fait. Et donc à l'époque, Paris était très très cosmopolite pour tous ces artistes. Et du coup, tu sais si ces œuvres ont été empruntées depuis d'autres musées, ces peintres qui ont vécu en France? Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Il y a eu plusieurs expositions. Alors, comme je disais, le plus connu, c'est quand même l'artiste japonais Fujita. Oui, et du coup, c'est depuis le Japon qu'on a tout à fait emprunté. Tout à fait. D'accord. Ouais. Mais même San Yu, on trouve beaucoup d'articles sur lui, sur Google, en anglais ou en français aussi. J'ai l'impression que San Yu, c'est l'un des artistes les plus promus aussi par le musée parce que après l'inauguration, je suis passée dans le musée et je vois beaucoup de cadeaux souvenirs qui sont réalisés à partir des œuvres de Chang Yu en fait. Du coup, je pense que ça doit faire partie des œuvres majeures en fait de la collection. Ouais. Si en plus c'est dans les collections du musée, ils peuvent se permettre de faire, autant de souvenirs avec l'effigie de ces œuvres. Mais ma grande question, c'est quand même si ces œuvres ont été envoyées à Taïwan en vue d'une exposition, comment la famille ne les a pas récupérées par la suite après le décès de l'artiste. Alors ça, effectivement, il faudrait faire une enquête mais c'était à l'époque, à la fin des années 60, il y avait quand même des tensions, j'imagine, entre la République de Chine et la République populaire de Chine. Et son épouse était française. Son épouse était française, mais peut-être qu'elle était déjà décédée à cette époque, je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne savait pas non plus que ses œuvres étaient venues ici. On peut ne pas savoir tout. Enfin, le vivant de sa famille n'est peut-être pas au courant dans quel musée avaient été posées ses œuvres, mais même sans ça, le musée aurait dû peut-être en effet entreprendre des démarches de... Mais je crois qu'il y a quand même eu des contacts puisque le musée a aussi acquis d'autres œuvres de San Yu qui n'avaient, en plus une dizaine en plus. Donc je pense qu'il y a quand même eu des contacts et il y a peut-être eu aussi un accord en fait. Donc j'imagine quand même que c'est pas volé quoi. Je pense pas parce que sinon ils le mettraient pas autant en valeur. C'est pas en attente de restitution non plus. Mais c'est en attente des visiteurs qui peuvent aller jusqu'au 7 décembre. Donc. Tout à fait. Voilà. Ça mérite de faire un tour. Et oui. Je crois qu'on a fait le tour aussi, nous, de nos 3 sujets. Déjà à la fin de l'émission. On en parle à Taïwan. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.